Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. On va parler de la campagne présidentielle qui n'a pas encore commencé, mais on est en plein cœur du débat. C'est une campagne dont chacun sait qu'elle va porter sur l'économie, sur la crise, sur l'emploi. Vous serez en première ligne. On va parler de tous ces sujets. On va parler de l'actualité de la semaine. Mais d'abord, le sondage spectaculaire du JDD, le journal du dimanche ce matin. Nicolas Sarkozy et François Hollande feraient jeu égal au premier tour si Marine Le Pen ne se présentait pas en l'absence de parrainage. Votre réaction, monsieur le ministre? Sondage à 100% de politique fiction. Le journal du dimanche le dit lui-même, mais on est vraiment dans une configuration où il n'y a pas d'ailleurs que Madame Le Pen qui serait absente de cette élection. Il y a aussi l'ensemble des candidats pour lesquels on se dit ils risquent de ne pas avoir les 500 signatures. Alors vous savez déjà, commenter les sondages, c'est pas mon sport favori. Commenter les sondages qui reposent sur de la politique fiction, encore moins. Maintenant, la question qui est posée par le JDD, c'est le système des parrainages et le fait que certains candidats pourraient ne pas avoir leurs 500 signatures. C'est bien cela. Ben, il n'y a pas que Mme Le Pen qui est concernée. Il n'y a pas que Mme Le Pen qui aujourd'hui a des difficultés, semble-t-il, pour réunir les 500 signatures. Un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, des ministres, des anciens ministres importants, Hervé Morin, à la tête d'un parti. C'est aussi le cas de Christine Boutin, et ça montre bien aujourd'hui que de la part de Mme Le Pen, vous savez, le prénom dans la famille Le Pen peut changer. À chaque élection présidentielle, vous avez exactement le même scénario pour se victimiser, pour faire parler de soi en disant « c'était la même chose, voilà 5 ans avec son père, nous risquons de ne pas avoir les signatures ». On a toujours entendu ça, et ça s'est fini comment à chaque fois ? Ils les ont eus. Alors, mais compte tenu de ce sondage, elle va probablement avoir plus de difficultés à avoir ses parrainages. Est-ce que les élus de l'UMP ont pour consigne de ne pas accorder leur signature ? Les élus de l'UMP, ils signeront pour le candidat soutenu par l'UMP. Il n'y a aucun suspense pour savoir, vous le savez bien, quel sera notre choix. Mais en tout état de cause, toutes ces mesures où on dit est-ce qu'il faut des... Non. Le sujet des signatures, c'est le sujet de Mme Le Pen. Et ce n'est pas la question de ces signatures, des signatures de Mme Le Pen, qui va devenir le point de focalisation, le point d'intérêt de cette pré-campagne présidentielle. En revanche, je vais vous dire une chose, c'est que l'absence de Mme Le Pen dans cette élection, ça n'avantagerait personne. Personne. Ça ne profiterait à personne. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprendraient pas qu'elle ne soit pas engagée dans cette présidentielle. Et moi-même, je vous le dis, je préfère de beaucoup affronter les idées de l'extrême droite comme de l'extrême gauche dans une élection. Je préfère de beaucoup qu'on puisse combattre les idées dans une élection, je vous répète. Ça, c'est une mise en garde aux élus de gauche, aux élus socialistes. Quand vous dites ça n'avantagerait personne. Il n'y a pas de mise en garde vis-à-vis de qui que ce soit. Vous savez, les maires ont une légitimité qui est celle de leur élection. En revanche, je pense qu'en politique, la transparence, ça compte. Et je crois qu'un maire est élu au grand jour. La signature, l'engagement doit se faire aussi dans la transparence. Nadège Bujalc. Moi, je voudrais revenir sur une phrase prononcée par Monsieur Claude Guéant hier, et vous savez, qui fait polémique. Alors, le ministre de l'Intérieur, lors d'un discours sur la République, a dit la phrase suivante: toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent la liberté, l'égalité, la fraternité nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. Alors, ça fait polémique. On crie au racisme. Est-ce que, à tort ou à raison, à votre avis ? Tyrannie ou démocratie, votre choix est fait comme moi. Démocratie, bien évidemment. Civilisation de progrès, plus que civilisation de régression. Vous aussi, vous pensez comme moi, évidemment. Mais est-ce qu'il fallait le dire comme ça ? C'est vrai que de dire toutes les civilisations ne se valent pas, c'est étrange. Une civilisation qui revient en arrière, alors que toute l'histoire des peuples, toute l'histoire du monde va vers le progrès, les droits de l'homme, l'émancipation de la femme. Vous ne croyez pas que ceci, c'est surprenant que ça fasse polémique. Mais attention. Polémique pour qui ? Polémique de la part de qui ? Harlem Désir, ça y est, qui aussitôt saute sur cette idée de dire on pourrait peut-être créer encore une polémique aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi raison garder. Les choses ont été précisées par le cabinet de Claude Guéant.
Et la phrase, si on cherche à la sortir de son contexte pour faire de la polémique, c'est que là, M. Désir a une idée derrière la tête. Et je pense que la gauche devrait faire très attention aujourd'hui. L'antisarkozysme, ça ne fait pas un projet. L'antisarkozysme, ça masque peut-être les différences entre les différentes tendances de cette gauche plurielle, mais ce n'est pas ça qui fait un véritable projet. Et les polémiques permanentes sur ce que dit ou ce que fait Claude Guéant, je le dis aussi, c'est insupportable et ce n'est pas ça qui fera illusion chez les Français. Ils savent pertinemment qu'en la matière, quand quelqu'un saute avec autant de gourmandise sur une polémique, comme M. Harlem Désir, comme le fait la gauche, c'est que ça cache beaucoup de choses. Oui, mais enfin, on peut vous dire quand même, sans tomber dans la polémique, que la tyrannie et le progrès, c'est pas une question de civilisation. Toutes les civilisations ont versé plus ou moins là-dedans à un moment ou à un autre. Hélas, vous n'avez pas des exemples de régimes ou de civilisations qui tournent le dos aux droits de l'homme, qui tournent le dos justement aux valeurs universelles. Peut-être que ce serait plus exact de dire alors tous les régimes ne se valent pas de toutes les civilisations. Moi, je suis un acteur politique, excusez-moi, les cours de philosophie politique ou de sociologie ou d'exégèse de la pensée, je dois dire que j'ai pu avoir de l'appétit quand j'étais étudiant en droit pour ces questions, mais là, aujourd'hui, je regarde très clairement les choses. Je vois bien que Claude Guéant a parlé, aussitôt le Parti Socialiste, c'est une polémique. Alors ça aussi, ça commence à être un peu une rengaine de la présidentielle. On va sur la politique, Monsieur le Ministre, vous avez raison. Vous avez dit tout à l'heure que Harlem Désir ou les socialistes avaient des idées derrière la tête, des idées préconçues, peut-être des plans derrière la tête, peut-être que vous aussi. Parce qu'après tout, le fait d'avancer cette phrase, c'est aussi quelque part de vouloir créer la polémique. Les socialistes se laissent prendre au jeu, si j'ose dire, mais bon, chacun avance, fait un pas vers l'autre quand il s'agit de créer de la polémique. Il a dit ça lors d'une interview, Claude Guéant ? Non. C'était une réunion qui avait un caractère public en plus ? Non. Donc la preuve que ce n'était pas du tout nous l'enjeu. Par contre, le dessein est clair, l'ambition est claire de la part de la gauche. C'est d'essayer d'en faire une polémique publique. Ça, c'est très clair. Encore une fois de trop, de la part du Parti Socialiste. Alors Xavier Bertrand, on était jusqu'à présent sur la situation économique essentiellement ou même exclusivement. Est-ce que avec ce sondage et que vous appelez un sondage fiction, la campagne ne va pas prendre une nouvelle tournure ? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Le principal enjeu pour nos concitoyens, c'est la question économique et sociale avec la dimension de l'emploi, du pouvoir d'achat. Comment on protège les Français dans la crise ? Et ensuite, une question qui est tout aussi importante, comment est-ce que l'on sort de cette crise ? Mais il n'empêche que la question des valeurs, quel projet de société, quel projet républicain ? Moi, je crois profondément à la valeur travail, au mérite. Je crois aussi que les questions de sécurité, de justice sont tout aussi importantes. Tout ceci compte. Mais aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, nous avons bien évidemment vocation à être en permanence sur le front de l'emploi, du pouvoir d'achat, parce qu'il est indispensable d'être aux côtés de nos concitoyens. En revanche, et je pense que là, il y a un choix qui est très clair, qui est donné à nos concitoyens. La France doit à la fois se désendetter, comme tous les pays d'Europe, mais se désendetter de façon très nette. Ça veut dire que l'État dépense moins et mieux, que les collectivités locales dépensent moins et mieux, que la sécurité sociale dépense moins et mieux. Et en même temps, il faut avoir un choc positif de compétitivité pour la croissance et pour l'emploi. Et tout ceci, vous le faites avec une grille de lecture, la justice. Et là, entre ce que nous faisons, nous, ce que veut le président de la République, et ce que propose François Hollande, il y a des différences de fond. Le programme de François Hollande, aujourd'hui, c'est en définitive un contresens majeur. Il tourne le dos à ce qu'il faut dans notre pays. Notre pays dépense beaucoup plus, la dépense publique est beaucoup plus importante que dans les autres pays européens. Il faut réduire la dépense publique. Il ne le fait pas. Notre pays fait payer beaucoup plus d'impôts, de cotisations et de charges à ses concitoyens. Il faut aller dans un sens différent. François Hollande va augmenter les impôts, les cotisations et les charges. Vous voyez, nous savons bien aujourd'hui, et tous celles et ceux qui sont en dehors du débat public et polémique savent justement ce qu'il faut faire. Le programme de François Hollande, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi je m'engage avec autant de force dans cette campagne. Parce que ces choix-là sont des choix qui seraient terriblement mauvais pour notre pays dans les années qui viennent. Et en plus, d'une certaine façon, le monde change, l'Europe change, la crise nous oblige à changer. Et le projet de la gauche aujourd'hui, c'est un formidable conservatisme, un vrai statu quo, alors qu'il faut des propositions innovantes. Regardez le financement de la protection sociale, ce que propose le président de la République, c'est quand même
c'est un véritable enjeu et nous prenons des mesures à la hauteur de cet enjeu, même si c'est pas facile. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller de l'avant, il faut innover, il faut faire des choix, il faut avoir du courage. Le programme de la gauche aujourd'hui, c'est tout le contraire. On ne peut pas se permettre ça. Alors, il n'est pas encore en campagne, en tous les cas. Il est toujours le président de la République. Là, on voit bien que les socialistes, eux, sont en train de mener campagne tambour battant. Ils ont même accéléré. Ils vont accélérer avec des meetings. Il y aura Ségolène Royal qui va faire des meetings avec M. Hollande. Il y a des militants qui vont faire Ségolène Royal, Ségolène Royal va faire un meeting avec Hollande. Oui, avant de faire des meetings, il y a quelque chose qui me choque, moi. Ils s'y croient déjà tous, hein. Ils s'y croient déjà. Ils font campagne. Non. Le sujet principal pour Madame Royal, c'est de savoir de quelle couleur elle va repeindre le bureau du président de l'Assemblée nationale. C'est d'une indécence sans nom. Entre Monsieur Moscovici qui dit on peut pas perdre, Monsieur Fabius qui dit moi j'ai préparé les premiers jours, entre Madame Royal qui dit moi je serai présidente de l'Assemblée, de savoir à Matignon qui ce serait, et ils connaissent pas les Français. Ils savent que les Français n'aiment pas qu'on leur dise « Allez, les jeux sont faits, circulez, il n'y a rien à voir, il faudra vous déplacer pour voter, c'est fait. » Non, attention. Attention, dans une période aussi difficile, où la vie est si difficile pour de nombreux Français, l'attitude de la gauche en ce moment, c'est d'une profonde indécence. En tous les cas, ils font campagne. Alors ma question, quand est-ce que le président, lui, va faire campagne? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à accélérer sa déclaration de candidature, à votre avis? Je pense que les Français attendent de Nicolas Sarkozy qu'il soit en permanence dans l'action. Il y a bien un moment, on le sait bien, plus la campagne officielle approche, où les Français jugeront tout à fait normal qu'un président dise voilà, je suis candidat. Mais d'ailleurs, les questions qu'on se pose là, on ne se les a pas posées pour Jacques Chirac, on ne se les a pas posées pour François Mitterrand, exactement les mêmes. Et quand est-ce qu'ils ont pris leur décision? Au mois de mars. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et les mêmes qui disent aujourd'hui au président « Allez, tout de suite, il faudrait être candidat », ne connaissent pas les attentes réelles des Français et seraient les mêmes à lui faire le reproche. Avant l'heure, c'est pas l'heure. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on attend, nous, des décisions. On attend, nous, de l'action. Et le moment venu, la campagne, la dernière ligne droite de la campagne s'engagera, et avec des idées fortes, des propositions neuves, parce qu'encore une fois, quand on regarde bien la façon dont les choses se dessinent, les conservateurs, ce sont les socialistes. Et le vrai changement dans ce monde qui change, c'est nous qui l'incarnons et qui l'incarnerons. Alors, il y a eu, Monsieur le Ministre, la prestation de François Fillon il y a quelques jours. La semaine a été marquée par cette prestation du Premier ministre sur France 2. Est-ce qu'il y a un partage des rôles, finalement? François Fillon défendant le bilan et Nicolas Sarkozy préparant des propositions. Ça ne se résume pas comme cela. Vous savez, quand le président de la République sera engagé dans cette campagne à partir du moment où il annonce les choses, nous serons tous derrière lui. Aujourd'hui, on doit être devant lui. Devant lui pour à la fois le protéger des attaques sans nom qu'il subit matin, midi et soir. Devant lui aussi pour expliquer toute l'action qu'on a menée. Et si on n'avait pas mené cette action, d'une part, on aurait connu une crise comme celle de 29 en 2008, n'ayant pas la mémoire courte, et notre pays résisterait certainement moins bien, et il connaîtrait des difficultés plus graves encore, comme beaucoup de pays. Et ensuite, nous devons être aussi devant lui, de façon à pouvoir expliquer quels sont les dangers sans nom du programme socialiste. Voilà justement. Est-ce que ça, c'est une répartition des rôles? Je ne crois pas, mais un ministre comme moi, je suis engagé dans mon action ministérielle. Mais j'ai aussi tout à fait le droit, le devoir de m'engager dans cette campagne. Et je le dis, j'appelle à une mobilisation renforcée. J'appelle à une dimension supplémentaire de notre mobilisation. Il y a eu le Conseil national de l'UMP, qui a été un moment fort. Il y a eu l'émission du Président de la République pour expliquer le sens de notre action. Et je le dis à tous, ministres, parlementaires, cadres de notre mouvement, élus locaux, militants, sympathisants, ce mois de février, ce doit être un mois supplémentaire. C'est un mois où il doit y avoir une mobilisation supplémentaire. Vous savez, le faux plat du mois de février, ça risque d'être un vrai faux plat pour M. Mitterrand. À nous, justement, d'être davantage dans l'offensive. À nous, justement, de nous mobiliser, bien évidemment, dans les émissions, dans les débats. Je crois profondément au débat pour qu'il y ait confrontation d'idées. Et aussi sur le terrain. Remettons les pendules à l'heure par rapport aux inepties que l'on peut entendre. Disons exactement ce qu'il y a dans le programme caché. Je parle, moi, d'un programme caché de François Hollande. Parce qu'il n'a jamais parlé des impôts, des augmentations d'impôts pour les ménages, l'augmentation des cotisations retraite, la fin des heures supplémentaires
dans la plupart des entreprises, dans toutes celles de plus de 10 salariés. L'impôt sur le revenu, la CSG fusionnée, une CSG qui va progresser. L'eau et le gaz qui vont augmenter en fonction des revenus. Il n'en parle pas, ça. C'est écrit noir sur blanc dans son projet. L'augmentation du coût du travail, les charges pour les entreprises, il n'en parle pas. Monsieur Hollande est aujourd'hui dans une mystification sans pareil en disant « Je ne vous demande pas de faire des efforts, on fera payer les riches et ça réglera tous les problèmes. » Les Français, avec toute leur lucidité, savent bien que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Monsieur le ministre, demain, il va y avoir un conseil des ministres franco-allemands, à laquelle vous assisterez, j'imagine. Alors, ça se passe à Paris. Alors, la CDU, le parti d'Angela Merkel, a dit que la chancelière était prête à participer à des meetings avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Écoutez, c'est à elle de dire les choses, de voir. Une chose est certaine, c'est que ce couple franco-allemand, c'est un des moteurs de la construction européenne. Et s'il n'avait pas été là, et aussi fort, s'il n'y avait pas aussi une amitié profonde entre la chancelière Merkel et le président Sarkozy, nous n'aurions pas surmonté les épreuves comme on l'a fait depuis quelques mois et quelques années. Et quand c'est vrai, je me mets du côté de nos amis allemands, quand j'entends M. Hollande, guère impressionnant, dire « Mais moi, de toute façon, j'irai renégocier le traité, je dirai à la chancelière ce qu'il faut faire », je comprends que ça puisse beaucoup les surprendre en Allemagne. Les rapports d'amitié, ce n'est pas des rapports où on montre ses muscles parce qu'il y a une élection et on est candidat à l'élection présidentielle. C'est comme les Chinois, très, très impressionnés certainement par les déclarations de M. Hollande qui dit « Je vais aller en Chine et je vais leur dire que le yuan doit être évalué ». Je crois que ça ne serait pas de la politique, on ne parlerait pas d'une élection présidentielle, ça pourrait faire sourire. Donc je pense que quand ils entendent ça, comme propos, les Allemands, je pense qu'ils doivent douter du sérieux des propositions et de l'attitude. Maintenant, pour le reste, c'est à elle de dire les choses, c'est à elle aussi de réexpliquer peut-être que si vous voulez qu'il y ait une logique européenne et des avancées européennes, il ne faut certainement pas augmenter les impôts, il ne faut certainement pas refuser de baisser les dépenses et que le programme du Parti socialiste, parce qu'il ne veut déplaire en rien et à personne, voilà pourquoi il n'aborde pas les sujets de fond. Le problème de M. Hollande, c'est qu'il se laisse bercer par ses sondages. Le problème de M. Hollande, c'est qu'il veut déplaire à personne, ni à ses alliés d'extrême gauche, ni à ses alliés de la gauche du Parti socialiste. Et ça, je veux vous dire, quand vous ne voulez pas déplaire, ce n'est pas l'attitude qu'on attend de vous, surtout en période de crise. Nicolas Sarkozy va s'exprimer devant le CRIF mercredi soir. Vous y serez. Nos auditeurs, je le signale au passage, pourront écouter ce discours jeudi matin sur nos ondes. Le président de la République va sans doute revenir sur la question de la laïcité. La proposition de Hollande de faire entrer la loi de 1905 dans la Constitution, vous êtes pour, vous êtes contre ? Il a relu la Constitution. Qu'est-ce qui est dit à l'article 1 ? Qu'est-ce qui est dit à l'article 1 ? Que la France est une république laïque. Laïque. C'est marqué noir sur blanc dans la Constitution. Et là, vous voyez, c'est toujours le même problème. La politique, il faut être vrai. Il faut aussi ne pas chercher à faire plaisir ou à ne pas déplaire. La laïcité, c'est un principe intangible. Moi, je suis très attaché à ce principe. Et il est dans la Constitution aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il s'est trompé ? Est-ce qu'il a cherché à faire de la démagogie sur un sujet aussi sérieux ? Non, c'est marqué noir sur blanc aujourd'hui, dans la Constitution française. Nadège Bujac. Le Parlement vient d'adopter une loi qui punit la négation du génocide arménien. Cette loi est examinée actuellement par le Conseil constitutionnel. Alors on sait qu'il y a beaucoup de divergences à l'UMP au sujet de cette loi. Vous-même, vous en pensez quoi ? Beaucoup, je ne le crois pas. Quelques voix sont exprimées, des parlementaires ont signé un recours. Ce sont surtout des parlementaires de droite qui ont signé le recours au Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup plus de parlementaires qui ont voté ce texte et qui n'ont bien évidemment pas signé ce recours. Cette loi, pour moi, elle est importante. Cette loi, pour moi, elle est importante. On ne peut pas nier les génocides. Il faut reconnaître, bien évidemment, les politiques ne font pas le métier des historiens. Mais cette loi, j'aurais été parlementaire, je l'aurais votée. Elle fait quand même, elle suscite une controverse dans vos propres rangs. Monsieur Juppé n'a pas l'air très, très enthousiaste. Je vous l'ai dit, j'aurais été parlementaire au moment où ce texte aurait été présenté. Je n'aurais pas été ministre, j'aurais voté ce texte. Monsieur Bertrand, sur un certain nombre de points sur lesquels, de sujets sur lesquels Fillon s'est exprimé jeudi soir,
Est-ce qu'on va retrouver des problèmes de société notamment? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes positions chez le candidat Nicolas Sarkozy? Je pense par exemple au mariage des homosexuels dont le Premier ministre a dit qu'il était contre. Oui, j'ai même vu à un moment donné le journal Libération. C'est le journal Libération, il est en campagne tous les jours. Hein. On le voit avec ses unes, qui avait fait croire que le président de la République était pour le mariage gay. Mais c'était quand même la une, ça fait l'actualité pendant quelques heures, avant que les choses soient précisées. Ce sont des sujets qui sont des sujets graves, des sujets de société, des sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment de réflexe de droite ou de réflexe de gauche. Et vous le savez, dans notre famille politique, autant sur l'union civile, sur le Pacs, est-ce qu'il faut le faire évoluer? Certainement, c'est l'une des questions qui sont posées. Mais de dire que le mariage et l'union civile sont la même chose, non, je ne pense pas que ce soit notre position. Que la société évolue, c'est une chose, que des esprits évoluent, mais notre position en la matière pour dire le mariage gay, ce n'est pas la position de ma famille politique. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le ministre du Travail. Hein, on voit que le chômage atteint actuellement des taux records qu'on n'avait pas vus en tous les cas depuis 12 ans. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Il reste 80 jours avant le premier tour. Comment est-ce que vous y prendre? Est-ce que vous avez le temps pour rassurer les Français? Déjà, vous savez, le calendrier électoral, les hommes et les femmes politiques l'ont en tête. Les journalistes aussi. Les Français, c'est plutôt le calendrier qui les sépare de la reprise d'un emploi qui les intéresse. Ce sont eux qui ont raison. Il faut aussi dire autre chose. C'est que le chômage progresse. Je suis le premier à le reconnaître et à l'assumer. En permanence, je suis le premier responsable de la politique de l'emploi. Mais il faut aussi reconnaître que le chômage en France progresse mais n'explose pas comme dans la plupart des pays européens. Quand le chômage augmente de 31% en France, c'est beaucoup trop. Mais dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, il augmente de 41%. 51% en Grande-Bretagne, 115% en Espagne. Et il y a beaucoup plus de pays qui le voient exploser. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a pris des mesures l'an dernier, notamment avec des contrats aidés. Et on vient de prendre de nouvelles mesures depuis le 18 janvier. Toute entreprise de moins de 10 salariés qui recrute un jeune, 0 charge à payer pendant un an. C'est un dispositif puissant qui peut nous permettre justement de faire sortir les jeunes du chômage ou de leur éviter le chômage. L'apprentissage, malgré la crise, avec Nadine Morano, on a des progrès. 30 000 jeunes qui ne sont pas au chômage, qui sont en apprentissage. Si on n'avait pas pris toutes ces mesures, le chômage exploserait certainement en France comme dans d'autres pays. En revanche, c'est pas assez. Il faut aussi nous donner les moyens d'avoir le plus rapidement possible une inversion de cette tendance. Un chômage qui baisse et de façon beaucoup plus importante. D'où l'idée de mesures plus fortes encore, de nature à créer un choc positif de compétitivité, c'est un nouveau financement de la protection sociale. Des accords compétitivité-emploi pour que dans les entreprises, on protège... Vous avez le temps de mettre toutes ces mesures en pratique avant la présidentielle? En ce qui concerne le financement de la protection sociale, ce sera à l'ordre du jour du Parlement pour que ce soit voté, décidé, l'application lancée. Et sur les accords compétitivité-emploi, on a donné 2 mois aux partenaires sociaux, parce qu'ils en parlent de ce sujet depuis longtemps. Ils sont engagés sur ce sujet depuis longtemps pour pouvoir finaliser. Mais imaginez, on a une crise sans précédent, dont tout le monde veut sortir. Et on va dire aux Français, la crise est tellement grave qu'on va se permettre, parce qu'il y a des élections, d'attendre 9 mois, 1 an avant de les appliquer. Tout ce temps que l'on prendrait en plus, ça serait du temps perdu. S'il y a des choses à faire, et on voit bien, il n'y aurait pas la campagne politique aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de voix à gauche qui reconnaissent que le choix de modifier le financement de la protection sociale, ça a du sens. Regardez Manuel Valls, c'est très discret Manuel Valls aujourd'hui. On l'entend plus dire que la TVA, c'est très important. Les socialistes, au congrès du Mans en 2005, disaient aussi qu'il fallait évoluer justement pour le financement de la protection sociale. Monsieur Strauss-Kahn, dont on ne sait pas s'il joue encore un rôle de conseiller ou pas dans la campagne de François Hollande, disait exactement la même chose il y a quelques mois encore. Tout le monde reconnaît que si les importations financent aussi une partie de la protection sociale, ça a du sens. Mais parce qu'il y a une campagne électorale en France, ah là là, tout est manichéen. Et ceux qui pensaient la même chose hésitent à le dire. François Hollande fait quand même un certain nombre de propositions en direction des jeunes, de l'emploi des jeunes. Et vous? Lesquelles, s'il vous plaît? Il y a un certain nombre de propositions pour, sur le premier emploi des jeunes. Aucune. Il n'y a aucune proposition qui est faite solide, sérieuse sur l'emploi des jeunes. Madame Aubriel,
Vous dites aucune proposition sérieuse, parce que vous ne jugez donc pas sérieuse, mais c'est vrai qu'il y a quand même des propositions de la part de... vous savez, son contrat jeune, senior, on emploie un jeune, et l'entreprise qui emploie ce jeune garde un senior... Qui le forme, et en plus a des cotisations allégées pour le... C'est pas très clair, sa mesure, parce que on a moi du qui mal... m'exprime pas clairement, je suis désolée, je vois que vous suivez tout ça avec beaucoup d'attention. Vous dites-vous les choses, mais c'est pas clair. Vous savez pourquoi? Ce qu'il est en train de faire s'appelle un contrat d'apprentissage sans diplôme à la clé. Parce qu'un jeune qui rentre dans une entreprise en payant moins de charges s'appelle l'apprentissage. Et le senior en question, c'est un tuteur. Tout ça, ça existe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous, il y a un diplôme. Il y a une qualification. Lui, c'est la même chose sans diplôme. Vous ne trouvez pas que c'est pas moins bien? Et en plus, je ne serai jamais aussi sévère que Madame Aubry qui disait effet d'aubaine et ça ne servira à rien. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce contrat de génération s'est réduit comme peau de chagrin. 8 milliards d'euros au début, 3 milliards, 2 milliards et demi aujourd'hui qu'ils y consacreraient. Et je vais vous dire, ce contrat de génération, ils n'ont pas l'air d'y croire. Je les comprends, c'est moins bien qu'un contrat d'apprentissage. 2 questions de politique étrangère pour finir, Monsieur Bertrand. Nadège Bujac. Alors, Alain Juppé était à l'ONU cette semaine pour demander des sanctions contre le régime syrien de Bachar al-Assad. Les Russes et les Chinois s'y sont opposés. Mais la situation devient plus dramatique chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un communiqué de l'Élysée a été publié après la décision du Conseil de sécurité. Nous, on ne veut pas laisser faire ce qui se passe en Syrie. Et on dit qu'on ne peut pas laisser faire. Une initiative a été prise, l'idée d'engager une démarche avec les amis du peuple syrien, c'est ce qui a été dit. Mais nous, on veut pas fermer les yeux. Et on le dit, les propos du président de la République, ceux d'Alain Juppé, ont aussi été très fermes. Certains disent peut-être durs. Faut bien regarder la réalité des choses. On ne peut pas laisser continuer ces massacres. Alors, le Conseil de sécurité, il y a eu ces 2 voix qui sont exprimées pour dire non. Je le regrette profondément, comme l'ensemble du gouvernement. Comme l'a dit le président de la République, mais derrière, il s'agit de continuer à prendre des initiatives pour ne pas détourner le regard de ce drame sans pareil qui est en train de se produire en Syrie. Monsieur Bertrand, Alain Juppé, je sais bien que c'est pas votre périmètre immédiat, mais je suis persuadé que vous avez une réaction là-dessus. Alain Juppé déclarait cette semaine devant la Fondation France-Israël, « Israël n'est pas seul face à la menace iranienne ». Est-ce que ça veut dire que le danger se rapproche? Ça veut surtout dire, et ça n'est pas une nouveauté que je livre, c'est que la France est un partenaire fort d'Israël, un partenaire qui lui dit les choses. Et vous savez que bien souvent, on a dit au président de la République qu'il disait tout, qu'il parlait franchement et directement. C'est l'amitié qui permet, c'est l'autorité, c'est l'amitié aussi qui commande cela. Et je pense que sur la menace iranienne, la France a toujours été on ne peut plus claire. Et la France a toujours été aux côtés d'Israël. Encore une fois, je pense que ces messages, ils sont forts, ces messages, ils sont repris, pas seulement par la France, c'est de nature à bien faire entendre ces messages au régime iranien. Un dernier point, parce qu'on a appris ce matin qu'une SDF était morte de froid. Il faut bien qu'on vous pose une question quand même sur le froid. Benoît Apparu a demandé aux associations d'ouvrir 24 heures sur 24 pour accueillir les SDF. Les associations répondent qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des lits, des solutions existent. Simple que ça ne se résume pas seulement à la question j'ai des places ou j'ai pas des places. Vendredi soir, dans ma ville, à Saint-Quentin, il faisait -5, -7. J'ai parcouru une partie de la nuit avec les équipes de mon SAMU social, les rues de Saint-Quentin. À la recherche de qui? De ceux qui ne veulent pas aller dans des centres. De ceux qui, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, peuvent être surpris par le froid. On a notamment pris en charge quelqu'un qui s'était trompé d'arrivée de sa station. Il arrive à Saint-Quentin, il voulait s'arrêter à Noyon. Il arrive à 23h30. Le premier train pour repartir est à 5h13. La gare ferme à minuit, ce qui veut dire 5 heures dehors. Nos équipes prévenues par un appel au 115, nous sommes allés le prendre en charge. Et il a dormi au SAMU social. Mais vous avez la question des lits, il y a des solutions en France, et quand il y a un besoin important, vous le savez,
on réquisitionne des lieux, on ouvre des nouveaux lieux. Mais seulement, c'est surtout, et là c'est compliqué, quand on voit quelqu'un qui ne veut pas aller dans ces centres, ou qui pour une raison ou pour une autre n'est pas au courant que ces centres existent, c'est de le prendre en charge et d'avoir le réflexe du 115. C'est comme ça qu'on peut éviter de tels drames. Et la question que vous avez à prendre en charge, c'est pas simple, sont ceux qui ne veulent pas aller dans ces structures d'accueil. Et c'est à eux qu'il ne faut surtout pas oublier. Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, merci d'avoir été l'invité du grand entretien ce matin.